Eh bien, salut à toutes et à tous, et on est ravis d'être avec vous, voilà, avec mon ami Olivier Marin. Salut Sylvain. Troisième étape à Bordeaux, donc ville en mouvement, on dit ville qui se réinvente. Quels sont les principaux projets résidentiels dans le neuf? Comment se porte l'activité dans l'ancien? Et cette fois-ci, on va avoir un plateau entièrement féminin, Sylvain. Donc c'est quand même un nom. Et pour nous accompagner, la représentante de Nexity, Lise Sauvagnat, qui est directrice générale de la région Sud-Ouest pour Nexity et pour les notaires de France, maître Karine Créguero, notaire à la métropole de Bordeaux. Et pour cette émission, notre grand témoin, Valérie Lassac, directrice générale de Bordeaux Euratlantique, opération d'intérêt national lancée autour de la gare Saint-Jean et des deux rives de Bordeaux, Bègles et Floirac sur 730 hectares. C'est une des plus grandes opérations d'aménagement en France. Sylvain, pour ce beau programme. Un super programme. On a envoyé nos équipes, on a calibré un reportage, il dure quelques minutes et on est ravis en tout cas de vous le présenter pour essayer finalement de montrer la ville sous un prisme différent, avec divers aspects. Ce film a été tourné par notre ami producteur de l'émission Grégoire Darico, avec le réalisateur, c'est Alexandre Burkhardt. Je vous propose qu'aujourd'hui, voilà, on regarde ce film, il dure quelques instants, à tout de suite. Aujourd'hui, on part à la découverte de Bordeaux, une métropole qui conjugue patrimoine historique, quartier en transformation et puis surtout grands projets urbains tournés vers l'avenir. Et ici, on commence par la gare de Bordeaux-Saint-Jean, un des grands points d'entrée de cette ville de Bordeaux. Bordeaux, une ville en pleine reconfiguration, longtemps perçue comme paisible, presque figée, la métropole girondine s'est métamorphosée en moins de 20 ans. Alors Bordeaux s'inscrit dans le fait métropolitain, dans un rythme de développement assez fort des grandes métropoles françaises. C'est une trajectoire de modernisation d'une agglo qui a historiquement toujours été en croissance. Son centre historique rénové, ses quais réaménagés, son tramway déployé, autant de signaux d'un changement profond. Bordeaux possède un centre-ville historique fort qui est structuré autour de ses grands axes, de ses commerces et puis de ses institutions. Mais la ville, elle ne s'est pas figée sur elle-même, elle a su se développer, elle a su se réinventer vers de nouveaux modèles. La catégorie de la rénovation de l'espace public et qui a suivi l'installation du tramway, qui a vraiment permis de mettre en valeur le centre historique, le centre ancien. Le second lié à la transformation des friches industrielles et portuaires issues de la seconde révolution industrielle. Celles qui constituent aujourd'hui les opérations d'aménagement qui sont en voie d'achèvement, comme au bassin à flot, ou qui sont en cours de réalisation, comme sur Atlantique, Bastille-Niel ou Brazza. Aujourd'hui, c'est tout un territoire qui poursuit sa transformation. Avec l'opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique en figure de proue, l'agglomération s'étend, innove et se densifie. Nous sommes dans le quartier de Bordeaux Euratlantique. Ici, c'est un vaste projet de renouvellement urbain qui redessine totalement cette partie de la ville. Mais cette dynamique soulève aussi de nombreux défis. Attractivité démographique, pression foncière, hausse des prix, raréfaction de l'offre. La ville doit concilier croissance et accessibilité, ambition et cohérence. De transformation du tissu urbain existant et notamment de celui des années 70-80, transformation des zones commerciales et d'activités de première couronne. La loi climat résilience avec le zéro artificialisation qui est venue accentuer une démarche qui était déjà en cours de diminution de la consommation foncière. La désimperméabilisation des principaux îlots de chaleur, en tout cas ceux sur lesquels on a une capacité à agir, les parkings en font partie, les questions de sous-occupation du sol en font également partie. La plantation d'arbres, la métropole est engagée dans un programme depuis 5 ans de création d'1 million d'arbres. Aujourd'hui, on tutoie les 700 000. Et puis de transformation de l'espace public de nouveau, mais cette fois-ci pour créer des espaces de fraîcheur à proximité, notamment dans la ville ancienne. C'est quelque chose de difficile mais qui marche. Les quartiers se transforment, les usages évoluent, d'anciens secteurs industriels laissent place à des ensembles mixtes, intégrant logements, bureaux, commerces et espaces publics. Et nous voici à Bacalan, un quartier longtemps industriel devenu un des centres les plus dynamiques de la ville de Bordeaux.
C'est une terre de modération. La dynamique, la volonté de développer des projets, d'être innovant, elle passe aussi avec une modération et une vraie réflexion sur l'impact et sur la qualité de vie. Il faut produire du logement, pas produire pour produire, hein, c'est pas le sujet, mais parce que ça répond à un besoin. L'accès au logement est aujourd'hui une des principales difficultés des Français, et on arrive à bien identifier que les questions de pouvoir d'achat sont fortement impactées aujourd'hui par l'accès au logement. Il y a un équilibre aujourd'hui qui est sur un objectif de 7500 logements à produire par an, dont 3000 logements sociaux. Il y a 55 000 dossiers d'attente pour un logement social sur la métropole de Bordeaux. C'est un chiffre qui est en augmentation malgré la production et une production qui restait vivace dans l'après-Covid. Sauf que le besoin dur, il est lié à la décohabitation, aux évolutions de la sociologie française. Et puis parce qu'on reste sur une terre d'attractivité et que aujourd'hui, quand vous rencontrez un chef d'entreprise, son principal problème aujourd'hui, c'est de loger ses salariés. Parce que Bordeaux séduit, mais Bordeaux doit aussi s'adapter, les attentes des habitants changent. Il faut plus de proximité, de qualité urbaine, de lien social. Bordeaux y participe, comme le sud-ouest et l'ouest de la France, de façon générale, et en tout cas fait partie des endroits où la production de richesse, point de vue économique, se fait aujourd'hui en France. Oui, Bordeaux n'est plus seulement une ville d'histoire, elle est devenue un terrain d'expérimentation urbaine, un laboratoire du vivre ensemble où se redéfinit chaque jour ce que peut être une métropole équilibrée. On termine ce reportage là où tout a commencé. Nous sommes à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, un axe majeur qui dessert tout le territoire français. Merci d'avoir suivi ce reportage à nos côtés. Je vous souhaite une belle émission. Merci. Voilà un reportage signé Grégoire Darico, qui est d'ailleurs pas très loin d'ici, et Alexandre Burkhardt, de très belles images. Vous voyez, c'est une façon aussi de découvrir les territoires. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans toutes les villes de France, de manière positive, de manière constructive. Et là, on voit en fait, les amis, qu'on a une énergie folle dans nos territoires, dont il serait bien d'ailleurs que le pouvoir central se rappelle de temps en temps. Voilà. Je dis ça, mais je dis rien, en fait. Bonjour Valérie Lassec, merci encore une fois d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique, pardon. Voilà, ce reportage en quelques mots, ça vous a plu ? Beaucoup, parce que effectivement, on est à la fois dans une ville historique, un patrimoine connu, reconnu, qui nous oblige, et en même temps en charge de créer des nouveaux quartiers, un nouveau patrimoine commun. Et on a la chance aussi d'avoir une métropole qui aménage, qui agit, qui est volontariste, une métropole à vivre dans laquelle effectivement, on contribue à produire du logement, à produire de la mixité. On est plutôt en phase, et ça c'est une bonne chose pour avancer ensemble. Les sujets, on va dire, on parlait, Olivier, on a parlé en intro, il y a une opération d'intérêt national, c'est un super projet d'aménagement. On voit que la dynamique des villes, par rapport parfois au bashing ambiant, vous savez, sur la production de logements neufs, on ne dit pas qu'il n'y a pas de crise, on dit qu'il y a un vrai sujet, mais quand même, il y a des choses qui se font, et c'est aussi important de le rappeler. Je voudrais qu'on précise bien les choses. Le projet de Bordeaux Euratlantique, c'est l'un des plus grands chantiers urbains de France, sinon le plus grand. Je le compare un peu avec l'Oïad de Sénart, vous savez, avec des opérations aussi de même nature, avec une ambition territoriale qui est très très forte sur plus de 700 hectares. Alors moi, ce que j'aimerais, si vous voulez bien Valérie, c'est que vous nous expliquiez un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette programmation de logement, sur l'intégration des activités économiques, les espaces publics, et comment surtout l'EPA articule ces différentes dimensions pour finalement répondre aux attentes des habitants, mais aussi des professionnels. Ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, on est sur ce qu'on appelle une mixité des usages fonctionnels, mais aussi sociales et sociétales. Où est-ce qu'on en est si on devait faire une photographie aujourd'hui ? Alors, en fait, on en est à mi-parcours. Comme vous le savez, l'opération d'intérêt national, c'est un projet d'aménagement assez atypique, puisqu'il est initié par les élus et l'État ensemble, et que c'est un projet au long cours, c'est un projet du temps long, mais avec une durée de vie limitée. En fait, on a une obligation de résultat à 2040. J'y reviendrai parce que l'ambition d'accueillir 50 000 habitants et 30 000 emplois sur ce périmètre de 738 hectares, c'était une gageure de réussir ça en 20 ans. On avait bien besoin de 10 ans de plus, et pas seulement à cause du Covid qui avait quand même ralenti beaucoup la dynamique enclenchée. On a mis parcours parce que sur les 3 000 mètres carrés globalement de production, on est à 1,2 million là aujourd'hui. Donc ah oui.
On a effectivement, en termes d'engagement, cette façon d'être à la fois à jour, tout en étant agile et en essayant de s'adapter au contexte. Du coup, l'OIN, elle a été créée, on l'a vu dans le reportage, un peu centrée sur la gare Saint-Jean parce qu'il fallait accompagner l'arrivée de la LGV. L'attractivité de la métropole était déjà forte et elle ne se dément pas. On le fait en luttant contre l'étalement urbain parce qu'il faut préférer la ville dans un contexte de sobriété foncière à cet étalement urbain dont la Gironde est championne, toute catégorie. Oui. Donc il fallait effectivement freiner ce rythme-là de consommation, d'artificialisation des terres agricoles et naturelles. Est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi Valérie, je vous coupe, mais est-ce que ça veut dire que finalement on sait que de façon quasi irréversible, on n'aura quasiment, entre guillemets, plus d'étalement urbain. Et que, quelque part, c'est une autre aube urbaine, si j'ose m'exprimer ainsi, une nouvelle ère urbaine qui s'annonce ici à Bordeaux et sur la métropole. Alors si seulement, en fait c'est pas si simple. Moi j'y vois un effet positif, c'est qu'on a fait du zéro artificialisation avant le ZAN, puisque finalement les objectifs de l'OIN, déjà en 2010, au moment de sa création, intégraient cette dimension de refaire la ville sur la ville. On a déjà, nous, dans ce modèle d'aménagement, intégré le fait qu'on va travailler sur des fonciers artificialisés, pollués, puisque friches ferroviaires, portuaires, industrielles, et du coup intégrer effectivement cette valeur foncière comme une donnée préalable d'entrée et diversifier la production de mètres carrés en logement, en tertiaire, en zone d'activité, en équipement public et en espace public de qualité pour rajouter finalement des quartiers au quartier historique de Bordeaux et le faire avec cette couture fine avec Floirac et Bègles qui sont effectivement les villes limitrophes qui doivent conjuguer aussi cette démographie avec des logements de qualité et une façon d'accueillir à proximité de la gare Saint-Jean des habitants qui ont envie de ville, que ce soit des primo-accédants, que ce soit des étudiants qui vont avoir besoin de se loger pour aller à la fac et pas renoncer à des formations à Bordeaux faute de logement, et ça c'est vu. Il faut pouvoir réagir à ça. Et c'est un petit peu la contradiction permanente de faire des projets de temps long avec une urgence en fait, de production. Démographique des besoins, d'ailleurs. Exactement. En 2024, 17% des étudiants avaient renoncé à leurs études, selon les statistiques. Et on commence à avoir des entreprises qui ont du mal à recruter. Voilà, et qui ont du mal à recruter, ce sont des défis. Donc là, on va entrer justement dans le vif du sujet avec vous, Olivier Marin. Oui, justement. Alors, parmi les défis de l'année 2026, il y en a plusieurs. Il y a un sujet majeur en toute transparence, c'est déjà de pouvoir sortir des opérations immobilières. La FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, indiquait il y a encore 15 jours que quasiment une opération sur 5 ne peut pas sortir de terre pour des raisons économiques. Et elle est arrêtée avec une équation qui est très compliquée, voire tendue, de hausse des coûts, de manque de logement, notamment de manque de logement dans les grandes villes, d'attente sociale. Comment en fait produire du logement abordable, accessible au plus grand nombre, le logement qui est devenu vraiment une urgence sociale et politique, et sur Bordeaux Euratlantique. Quel volume, pour qu'on ait bien en tête le volume programmé de part d'accession au logement social et à l'accession maîtrisée, quelle est cette part ? Alors, sur le périmètre global, c'est 25 000 logements qui sont en production à terminaison. Donc, en 2040, il faudra avoir produit 25 000 logements, avec une répartition globalement un tiers entre le libre, dont on encadre les prix, je vais y revenir, l'abordable et le logement social. Et cette répartition, elle s'affine selon les territoires parce qu'on a Bordeaux historiquement qui est en déficit de logement social et qui est en cours de rattrapage. On y contribue en mettant une programmation accentuée en logement social. Inversement, Floirac est à 42% de logement social, donc on va diminuer sa part relative pour avoir un étiage qui se tient et qui joue effectivement à fond la carte de la mixité pour que, encore une fois, on puisse accueillir les ménages quel que soit leur revenu. Et ça, c'est important dans la dynamique urbaine pour que, on ait du logement familial qui répond à des nécessités pour tous les travailleurs qui ont besoin de se loger à proximité d'un emploi au centre de la métropole sans devoir prendre des moyens de transport qui sont individuels, qui coûtent cher, qui renchérissent finalement le taux d'effort des ménages quand ils sont en plus relégués loin en Gironde. Donc tout ça finalement fait un tout, intègre toutes ces dimensions. Et donc la programmation, elle est faite par ZAC et au sein de chaque ZAC, par quartier. Il y a 2 grandes ZAC actives. La première est centrée sur Saint-Jean-Belsier et la deuxième
côté rive droite, c'est Garonne-Eiffel, avec là où nous sommes aujourd'hui, avec là aussi des quartiers qui vont commencer à prendre vie et qui, en plus de la mixité sociale, vont créer de la mixité fonctionnelle pour avoir effectivement un mélange d'une ville équilibrée, qui est dynamique, le matin comme la nuit, et éviter à tout prix le syndrome de la ville dortoir et le quartier d'affaires qui se regardent et s'ignorent. Alors, on l'a vu d'ailleurs dans les différents projets, avec Olivier, il y a une vraie tendance dans les villes de France à retravailler des quartiers-gares, justement. Il y a une vraie tendance générale dans les villes, on l'a vu à Clermont-Ferrand sur des projets, on l'a vu sur d'autres villes. On est aussi dans un contexte, Valérie, où la transition écologique, elle est centrale pour l'aménagement. C'est très clair. Bordeaux-Atlantique, vous avez d'ailleurs réorienté vos priorités. J'aimerais vous poser la question, comment on concilie les impératifs environnementaux, donc la sobriété énergétique, végétalisation, la mobilité, avec des contraintes économiques et les besoins pressants? Parce que souvent, on a l'impression d'avoir ce qu'on appelle des injonctions contradictoires entre une pression démographique, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des entreprises qui peinent à loger leurs salariés, qui comprennent pas toujours le langage urbain dans le fait de l'offre qui leur paraît insuffisante parfois. Comment on concilie finalement soucis environnementaux, comment on conjugue ces aspects-là, qui ne sont pas toujours compatibles avec l'économique ou les besoins de logement, et quel levier vous disposez aujourd'hui pour essayer finalement de gérer toutes ces contraintes? Alors la chance qu'on a, c'est que dès le départ, en fait, le projet a été pensé avec une dimension de développement durable très forte. Et du coup, dans les projections économiques et nos bilans, on avait déjà intégré cette dimension écologique comme une contrainte assumée. Donc c'était déjà dans le projet stratégique opérationnel dont j'ai hérité. Et au moment où on a mis à jour la feuille de route, on s'est rendu compte que, compte tenu de l'accélération du dérèglement climatique, la nécessité d'atténuer et de s'adapter aussi à ces nouvelles conditions, le renchérissement des coûts nous ont conduit à devoir mobiliser davantage de ressources pour faire face à ces enjeux-là, pour que les ambitions soient vraiment, les moyens soient vraiment à la hauteur des ambitions. Et du coup, on a appelé une contribution complémentaire des partenaires de l'OIN, l'État et les collectivités locales ensemble ont rajouté 150 millions d'euros de plus aux 100 millions d'euros qui était la mise de départ quelque part de l'opération, pour aller au bout et concilier effectivement ces difficultés à faire à la fois de la mixité sociale et du coup se priver d'un certain nombre de ressources. Quand on imagine faire du logement libre, on peut vendre des charges foncières de façon plus importante. Et c'est pas le cas à Euratlantique non plus, parce qu'on avait capé les prix du libre. On s'est efforcé, quand on crée ces nouveaux quartiers, de rester toujours en dessous du prix moyen métropolitain constaté. Donc combien à peu près, combien ? Mais vous y arrivez On est à combien ? On était à 3 800 € TTC, hors parking, hors extérieur, du mètre carré. On est effectivement, ça continue à monter un peu, mais on est en moyenne 1 000 € en dessous de ce prix moyen. Et c'est important parce que ça fait préférer ces gabarits, ces formes urbaines un peu plus mais sans bouleverser massives. Les équilibres économiques, les business models qui garantissent aussi la pérennité, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un peu de prospective rentable, gérable, pour pouvoir avoir des prix abordables, parce que c'est le vrai sujet. Les promoteurs avec qui on travaille et tous les opérateurs immobiliers comprennent cette contrainte, elle fait partie du cahier des charges. À moins d'avoir des entreprises philanthropiques, mais j'en connais pas beaucoup. Alors ils vous diront qu'ils ne margent pas beaucoup à Euratlantique, par contre ils font du volume. Ah, et c'est un petit peu la contrepartie. C'est un peu la contrepartie de l'exercice. C'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il y a 3 piliers finalement dans la promotion. C'est le coût du foncier, la main d'œuvre et les matériaux, avec les coûts de commercialisation bien évidemment qui peuvent être intégrés. Donc quand on impose aux promoteurs, parfois injustement, il faut le dire, en disant qu'ils sont trop chers ou que ça devient inabordable pour certains, il faut savoir que les mêmes promoteurs, eux, sont enfermés dans un modèle qui parfois, sur lequel les coûts du foncier, dans lequel il y a une vraie parfois spéculation ou des vrais sujets, ainsi que la maîtrise du coût des matériaux qui a quand même littéralement flambé ces dernières années. C'est pas simple, vous êtes d'accord ? C'est clairement pas simple, et effectivement, malgré ces efforts supplémentaires des partenaires publics qui voient effectivement l'OIN comme un investissement d'avenir, ça suffit pas à équilibrer les opérations et on en perd quelques-unes. Oui, Par contre, mais vous avez conscience en tant que PA, que établissement public,
de soutenir l'action également des promoteurs de la sphère privée. Vous êtes d'accord là-dessus? On a toute la chaîne de On ne se tire valeur. pas une balle dans le pied. On a toute la chaîne de valeur qui contribue finalement et fait ses propres efforts pour que, au final, ça fonctionne. Du coup, quand on pose la question de l'impact de la performance environnementale sur les bilans, il est moindre par rapport à cette surenchère foncière dont on parlait aussi en fait. Ouais. Et du coup parfois l'environnement a bon dos quand même dans l'équilibre des opérations. Quand on prescrit de manière claire une performance environnementale qui est assumée, c'est pas en enlevant une partie du bois qu'on va équilibrer de façon magique l'opération, c'est pas vrai. Oui. Ça c'est des paroles de bon sens. Les procédés constructifs en fait ils intègrent aujourd'hui de manière beaucoup plus claire la part environnementale. Et le fait qu'on ait des paliers de la RE 2020 qui effectivement sont organisés pour progresser avec un cap clair, ça permet à tout le monde effectivement d'avancer, de changer, de transformer l'acte de construire, parce que encore une fois c'est un impératif catégorique. Alors on peut faire semblant de ne pas le voir, on peut se dire qu'on verra ça plus tard parce qu'on a une crise qui nous oblige. En fait, il faut concilier tout ça quand même. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on travaille avec des partenaires de qualité sur l'OIN, on travaille à livre ouvert avec les opérateurs immobiliers et on prend chacun notre part en fait pour que l'équation au final tourne. Donc on n'a pas perdu tant de projets que ça, on en perdra malheureusement quand même. Ceux qui désertent le plus en ce moment, c'est les investisseurs. C'est très clair. Et qui du coup ont effectivement... On espère qu'ils vont revenir. Alors justement, on va enchaîner justement sur le fond, et merci de répondre à toutes ces questions, parce que je sais que c'est pas simple en ce moment. Olivier, vous avez une question sur justement les problématiques de mobilité de la gare, de la métropole également. Oui, et quand même sur les enjeux en matière d'emploi, parce que l'ambition initiale, accueillir 50 000 habitants, 30 000 emplois sur la métropole bordelaise. Donc déjà, quels sont les freins que vous avez rencontrés, peut-être les succès. Et puis, en matière d'emploi, combien de bureaux, de locaux d'activité, de services, de commerce ont été livrés, et comment on répond à l'évolution de l'offre et la demande? Alors, on a... C'est une grande question. Non, mais en fait, on a effectivement un objectif macro et on s'adapte, encore une fois. Et la principale adaptation aujourd'hui, elle porte sur le tertiaire. On avait prévu 600 000 m² de tertiaire sur l'OIN pour accueillir ces 30 000 emplois sur l'OIN, pas sur Bordeaux Métropole, mais vraiment sur les 738 hectares. Et aujourd'hui, on a 230 000 m² produits. Et des engagements effectivement dans des projets qui vont mettre un peu de temps à sortir avec un rythme soutenu, sans doute trop soutenu. Aujourd'hui, on a beaucoup de retard ou pas? Aujourd'hui, on a effectivement du stock de bureaux parce que on a des livraisons qui, dans l'euphorie du moment, se sont engagées. Vous êtes en train de nous dire que le placement du mètre carré déjà produit ne trouve pas forcément preneur? On a un peu de stock, effectivement, des bureaux qui se sont livrés. Est-ce que par analogie, on subirait le même type de vacances que parfois des grands centres urbains? Je prends la Défense, mais je prends la Défense non pas comme par rapport à la reconstruction, mais par rapport à la vacance, c'est quand même pas loin de 13% du volume, ce qui est énorme à la Défense. Autrement dit, pour être plus simple, est-ce qu'on n'a pas construit trop de bureaux? Alors, je ne pense pas qu'on en ait construit trop. On en a construit beaucoup sur une période courte. Et effectivement, quand le bureau est parti et que les chantiers sont en cours, au moment de la livraison avec un retournement de conjoncture, et bien effectivement, c'est plus difficile de prendre à bail au rythme qui était celui qu'on a connu, encore une fois. Oui. Donc, je pense que c'est une question d'ajustement et qu'on va faire attention au rythme d'écoulement des productions de mètres carrés. Vous avez dit 600 000 mètres carrés. Vous avez déjà fait un gros tiers avec 230 000 mètres carrés. Est-ce que vous allez aller au bout, finalement, ou est-ce que, très pragmatiquement parlant, vous allez vous dire, sur l'empreinte au sol, sur la possibilité, il y a peut-être besoin de plus de mixité, de logements, de résidences gérées, peut-être de logements étudiants, et qu'à la limite, vous allez rétro-pédaler, ce qui semblerait tout à fait logique, puisque vous inscrivez sur un temps long, et parfois il y a des cycles de l'actualité qui font que parfois on révise un peu la politique. Ou pas. Et des opérations réversibles, peut-être, avec la transformation de bureaux en logement, ça c'est possible? On y pense, effectivement, parce qu'on voit la difficulté concrète de transformer des bureaux en logement, donc on essaye de l'anticiper, de le penser pour que ce soit
plus simple si on doit en arriver là. Là, on n'a pas de problème d'obsolescence puisqu'on est effectivement sur des hauts standards de qualité avec des certifications élevées. L'idée, c'est de placer la demande. Donc ça, c'est pas trop le sujet. Et on voudrait aussi rester fidèle à l'objectif et donc accueillir des emplois, mais en diversifiant, donc sans doute moins de tertiaires. Plus d'activités, on a aussi diversifié vers de l'hôtellerie. Il y avait un petit déficit sur la production hôtelière à Bordeaux. On a contribué effectivement à améliorer la situation. Et on a très envie aussi de permettre à des artisans, à des commerçants, voilà, de pouvoir s'installer sur là où tout se passe, hein, effectivement au cœur de la métropole aussi. Merci, vous avez répondu en partie à la question. Merci, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi vos collègues dans d'autres organisations se posent les mêmes questions, puisqu'effectivement, quand on est sur du temps long et avec une programmation sur effectivement plusieurs années et qu'on a un conjoncture sociologique immédiate, on peut être capable effectivement de réviser un peu les politiques. Le PA, ça se conduit pas comme un rebord quand même. Oui, c'est plutôt un paquebot et du coup, il faut pour pivoter, il faut quand même un certain. Il y a une petite inertie, mais en même temps, il faut aussi se garder d'avoir des effets de balancier trop forts parce qu'on pourrait être en panique à l'idée que on va pas produire de bureaux. Moi, je suis assez convaincue que on a besoin de produire des bureaux parce que le développement finalement économique à Bordeaux, c'est des PME qui ont besoin de plus petites unités. Peut-être qu'il faut faire des plateaux divisibles, mettre un peu de fluidité aussi dans le système avec des brokers qui doivent aussi évoluer dans leur métier. Alors justement, évoluer dans leur métier, comme les promoteurs d'ailleurs, qui ont aussi font leur mieux, parce que ça va pas fort hein, pour les promoteurs en France depuis quelques années. L'année 2025 a quand même été assez sanglante pour certains d'entre eux. Et effectivement, l'avantage de Nexity, par exemple, qui nous accueille, c'est qu'ils ont pivoté, ils ont travaillé leur modèle justement pour aborder ces sujets de transformation qui sont parfois dictés d'ailleurs par une réalité qui peut être parfois également brutale. Je voudrais qu'on revienne sur un sujet, c'est les enjeux récurrents dans les grands projets urbains, c'est notamment le principe d'acceptabilité de la population. Il y a un sujet autour ici. Comment ça se travaille? Comment vous le travaillez? Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte avec Olivier que quand on va de ville en ville, on s'est rendu compte que les sujets d'acceptation de la ville étaient très très compliqués et qu'on a même assisté dans certaines villes avec des maires qui ont carrément monté, vous savez, des espèces de tréteaux avec des petits amphithéâtres mobiles pour aller de quartier en quartier, sortir le petit amphithéâtre, inviter les riverains et puis travailler la concertation. Mine de rien, ça réduit de plus de moitié les nuisances potentielles de recours et autres, et avec une meilleure acceptation de la population. Est-ce que vous vivez la même situation? Il y a effectivement des parlements mobiles à Bordeaux, et la ville organise effectivement cette façon d'aller vers les gens. Quartier par quartier, ça existe à Bordeaux. Et nous, on a un peu la même démarche, puisqu'on a une équipe de médiation qui renseigne les habitants sur le projet, son avancement. On a des maquettes, on a une maquette numérique, on a un triporteur, du coup, qui passe de quartier en quartier pour aller à la rencontre des habitants et expliquer ce que c'est que ce grand projet. On s'est rendu compte que c'était d'autant plus nécessaire qu'après, effectivement, les 10 premières années, aujourd'hui, ce qu'on fait se voit. Donc on peut plus dire que c'est un projet théorique et avancer effectivement à bas bruit. Là pour le coup c'est difficile de se cacher quand on voit ce qui se passe. En fait la vie quotidienne elle est quand même bousculée hein, pour les riverains, ceux qui habitent autour. Et là quel type d'informations? En fait il y a un site internet où vous donnez régulièrement des informations, il y a des publications. Il y a effectivement beaucoup de formats nouveaux. Je parlais du triporteur avec les médiateurs. Il y a des comités citoyens qui s'organisent sur des sujets particuliers, quartier par quartier, pour aller travailler un sujet de fond avec un panel d'habitants qui va organiser une récurrence et un travail approfondi avec les équipes de maîtrise d'œuvre urbaine, avec nos équipes. Donc ça permet effectivement d'aller au-delà de la simple information descendante qu'on avait l'habitude de faire en réunion publique. Et est-ce qu'il y a une prise de conscience que ça va donner de la valeur plus tard, justement, à tous ces quartiers où vous rencontrez des freins de l'hostilité? Alors il y a des nouveaux quartiers qui, tout contre effectivement la ville de Pierre, qui n'a pas la même morphologie, où effectivement la question de la frontière est difficile à gérer. Et donc tout le travail de pédagogie, d'explication, il doit être d'autant plus important pour convaincre du bien fondé du projet, écouter aussi. Hein. Enfin, ça veut dire aussi faire évoluer le projet pour que on trouve les meilleurs compromis possibles. À un moment donné, il faut aussi entendre, il faut se remettre en question.
Il n'y a rien de pire, je pense, pour un habitant qui va en concertation que de sentir que de toute façon sa parole ne sera pas entendue. Ce qui ne veut pas dire qu'on est en codécision non plus. Bien sûr. Et donc là, en fonction de la maturité de nos projets, de l'avancement opérationnel, on a des sujets qui sont crispants, on a une hostilité installée qu'on détricote patiemment, et puis on a une nouvelle ZAC à construire où pour le coup, là, on a doublé la concertation réglementaire qui est quand même assez basique par une concertation continue. On a une garante du débat public de la CNDP. On a vraiment tout mis en œuvre pour accueillir des contributions avant de faire le projet. Et ça, c'était aussi un signal assez fort de dire, puisque vous êtes là, vous avez sans doute des besoins, dites-nous, pour qu'on puisse effectivement ajuster le projet en fonction de vos besoins, certes, mais aussi les craintes, les doutes, les risques que vous percevez dans cette opération, puisque la transformation, elle est quand même très, très impressionnante quand même. Merci beaucoup pour cette première partie d'entretien. Effectivement, je voudrais juste qu'on fasse une petite conclusion, puisqu'ensuite on va recevoir Lise Sauvagnat qui va nous parler en fait de son métier, de ce qu'elle fait sur la ville. Et ensuite, on aura nos amis notaires, effectivement. Et je vous inviterai d'ailleurs, si vous voulez bien, Valérie, à réagir si vous le souhaitez sur ce qui sera dit. On est à mi-parcours. Le projet s'étend donc jusqu'à 2040, c'est bien ça. Si on fait comme ça, là, très spontanément, les enseignements que vous tirez comme ça à mi-parcours, on est quasiment à mi-parcours, est-ce que, quelle est la dynamique? Est-ce que vous restez toujours aussi, bien sûr, motivé, évidemment, mais vous sentez que le mouvement est un mouvement à la fois irréversible, malgré les remous parfois politiques de la région, les difficultés, et le territoire reste toujours aussi, on est d'accord, attractif en France? Ça donne envie, d'ailleurs, pour certaines villes, ils aimeraient avoir les mêmes niveaux d'attractivité. Les clés de réussite de l'opération, c'est la qualité de la relation partenariale. On pourrait penser que l'OIN, parce qu'il y a l'État, on reprend les choses en main. C'était conçu comme ça au départ, ça s'est pas du tout passé comme ça à Bordeaux. Et avec le travail sur la feuille de route, on a plutôt serré les rangs en fait. On a des collectivités, villes et Bordeaux Métropole, qui sont vraiment partenaires de cette opération, qui ont accepté de mettre des moyens conséquents en commun avec l'État pour changer radicalement des friches en nouveaux quartiers. Et ça fait peser une grosse responsabilité sur moi, sur les équipes, et la conviction que on est un des acteurs clés de la fabrique de la ville sur ce territoire. Je pense que ça aurait pris tellement de temps, finalement, de le faire de manière classique et autrement, qu'on a cet effet d'accélération. On doit effectivement profiter de la force de frappe de l'EPA. Et du coup, si c'était à refaire, je pense qu'il faudrait le refaire. C'est très clair. et par contre, gérer la contradiction du temps long et des impacts, des chocs économiques, c'est quelque chose qu'on a sans doute mal anticipé. Nous, on n'a pas d'airbag, en fait. L'aménageur qu'on est impacté par la crise à rebours, effectivement. Après les promoteurs immobiliers, c'est nous, en fait. Ah oui. Parce que si je vends pas de charges foncières, moi, j'ai pas de recettes pour faire les aménagements d'espace public. Oui. Et du coup, on est tous liés, en fait. On est vraiment dans cette chaîne de valeur. Vous risquez pas de déposer le bilan, quand même. Ouais. En tout cas, merci. Non, mais c'est triste à dire, mais il y a eu 180 000 emplois qui ont été détruits dans la construction. Et l'an dernier, c'est 125 promoteurs qui ont jeté l'éponge. Voilà. Donc c'est pas neutre ce qu'on dit, bien évidemment, et tous n'ont pas eu la chance, comme Nexity par exemple, d'aborder sa transformation bien avant d'ailleurs la crise. Puisque l'avantage, c'est que il y a une dynamique qui se crée, et c'est important aussi de le voir comme ça. Merci. Vous restez avec nous. On est en tout cas ravis. Vous ayez pris le temps, les amis. On va recevoir dans quelques instants Lise Sauvagnat, qui est directrice régionale, pour la région Sud-Ouest pour Nexity. On va parler du marché justement de l'immobilier neuf, bien évidemment, du logement, mais pas que. C'est la chronique La vie ensemble. J'aime beaucoup ce mot, la vie ensemble. Voilà, essayer de vivre apaisé ensemble. C'est avec Nexity et c'est dans quelques instants. À tout de suite. Les clés de la ville, la vie ensemble, avec Nexity. Eh bien les amis, on est de retour ici sur le plateau chez Nexity avec notre régionale de l'étape. Elle est directrice générale de la région Sud-Ouest. C'est Lise Sauvagnat. Bonjour Lise. Bonjour. Comment ça va ?
Très bien, merci. Voilà, je vous retrouve. Oui. Voilà, une grande professionnelle qui était avec nous. C'est un vrai plaisir et merci de nous accueillir. Avec plaisir. Vous n'avez pas rêvé mieux. On est sur une terrasse magnifique dans un nouveau quartier que vous avez d'ailleurs construit. Tout à fait. En partie. On est ravis d'être avec vous. On doit vous recevoir avec Olivier Marin, en présence de Valérie Lassec. Merci de rester avec nous. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter. Pour cette séquence, Lise, vous savez, comme d'habitude, on vous pose la question, mais c'est vrai qu'on le fait de ville en ville. Très objectivement, il se porte comment le marché de l'immobilier neuf à Bordeaux et dans la région? C'est une très bonne question, voilà. objectivement. En toute transparence. En toute transparence. En fait, vous l'avez abordé de manière déjà assez précise sur différents aspects. Bordeaux s'est transformé. Clairement, depuis 2010, la ville s'est transformée avec différents acteurs. Nous, on a eu la chance et on vous accueille aujourd'hui, on en est très honorés sur le site de Belvédère où on a notre siège. Et c'est un bon exemple de la transformation de la ville. La transformation de la ville de Bordeaux, elle a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape où la ville, avec la LGV, a commencé à attirer un peu les investisseurs. On a vu qu'il y avait vraiment un attrait pour la commune, par évidemment la qualité de vie à Bordeaux. Et puis après, il y a eu la période de Covid, où en fait, on a bien vu que la désirabilité de la collectivité et de la ville, en particulier de Bordeaux, s'est fait connaître, et là, ça a attiré beaucoup les investisseurs locaux et un peu moins locaux. Et ça a eu un effet qui est de faire augmenter les prix, et c'est vrai que les Bordelais ont eu du mal à s'y retrouver dans cette équation. Le rôle, d'ailleurs vous l'avez dit Valérie, le rôle des aménageurs mais aussi des promoteurs, c'est de faire en sorte que les Bordelais puissent se loger à Bordeaux et que les investisseurs qui soient locaux ou moins locaux puissent proposer en location des logements à la population locale. Bah oui. Notre métier, nous de promoteurs, on est à Bordeaux depuis plus de 20 ans. On a des opérations qui sont assez variées. Aujourd'hui, on est sur une opération complexe, l'opération de Belvédère. Et on a créé, pour être sûr de répondre à toutes les attentes, on a créé une agence Grand Projet. L'agence Grand Projet, elle fait de l'immobilier. Elle ne fait pas du logement, du bureau ou de l'activité. Elle répond à un besoin sur des opérations complexes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec Valérie. Des besoins multipolaires. Exactement, multipolaires. On est capable de faire du bureau, de l'hôtellerie, exactement. La résidence gérée, du logement, du bureau, du commerce, voilà. Et la force qu'on a avec Nexity, urbaine, en fait. Exactement. Ouais. La force qu'on a aujourd'hui avec cette agence Grand Projet qui est à côté d'une agence qui fait plus de logements classiques, c'est d'être capable de répondre à l'ensemble des besoins. Et surtout, quand on a une opération qui peut être ciblée sur un produit donné, en fait, on ne va pas s'arc-bouter sur le produit donné, on va regarder avec l'aménageur et la collectivité quelle est la meilleure réponse à apporter d'une part au territoire et aux besoins des habitants. Et c'est vraiment un peu le virage qu'on a fait depuis 2022-2023 avec cette crise, c'est qu'on s'est dit comment réinventer, et Bordeaux est vraiment un bon exemple, comment réinventer la promotion immobilière, et on ne va plus parler uniquement de notre savoir-faire en logement, mais plutôt de notre savoir-faire en immobilier. Alors justement, on va entrer dans le vif du sujet parce que c'est très attendu par toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ils sont juste quelques millions. Vous écoutez, etc. On est ravis. Parce que mine de rien, vous avez les 2 meilleurs journalistes de France ici. Voilà. Si je ne fais pas de compliments, personne n'en fera. Voilà. Bon, en tout cas, on a un sujet au niveau des prix. Bon, on le voit, et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec notre ami notaire, on voit que le marché de l'ancien reprend des couleurs, le marché de la transaction. Et d'ailleurs, l'atterrissage 2025, il est plutôt pas mal, puisqu'on va clôturer environ à 930 000 transactions, donc ce qui est vraiment compte tenu de la situation. Par contre, sur le neuf, on a un vrai sujet. Combien on achète en moyenne dans le neuf, très concrètement, si je veux acheter du neuf à Bordeaux ou dans sa région? Alors, très concrètement, déjà, Bordeaux... Aquitaine et Bordeaux. Voilà, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de micro-marchés. C'est-à-dire qu'on va avoir les prix qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont des prix un peu maîtrisés sur des opérations de grands ensembles. Et après, en fait, la réalité, c'est comment on permet aux Bordelais d'avoir un parcours résidentiel. Donc, en fait, le Bordelais, il est capable de payer un logement. Quand il peut se le payer, c'est entre 4 000 et 4 200 euros du mètre carré. Clairement, pendant des années... Dans le neuf ? Dans le neuf, tout à fait. Dans le neuf. Ouais. Pendant des années, on est allé bien au-delà. Alors, c'est une moyenne, évidemment, qu'il y a des gens qui peuvent habiter en plein centre-ville et d'autres qui peuvent habiter plus en périphérie. Et en fait, l'intérêt des projets qu'on regarde aujourd'hui, que ce soit le projet de Belvédère, mais aussi les projets qu'on a plus diffus, on va avoir un projet en TVA 5.5 à Senon, on va avoir un projet Artigues à Saint-Jean-d'Illac, à Bassins, c'est d'arriver de faire en sorte que ces projets soient connectés à la ville, à la centralité. Si on prend le cas de Belvédère, aujourd'hui, vous êtes dans un quartier qui est neuf, avec des prix qui ont été plafonnés.
où vous donc là, êtes... on serait plutôt à... On est plutôt un tout petit peu au-dessus parce que avec tout ce qui s'est fait, c'est un prix moyen avec l'accession maîtrisée. Plutôt à 4 800 euros aux alentours. Plutôt par là, voilà, Ouais, exactement. d'accord. Mais on est non, à mais 10 ça minutes. reste quand même... Non mais attendez, quand je compare, avec Olivier on compare, quand on voit, voilà, je veux dire, parce que quand je vois l'écart de prix par rapport à l'ancien, je me dis que le neuf, c'est quand même un pari hyper intéressant. Ah bah de toute façon, vous savez qui est... La mobilité, la voiture, le box, les communs qui sont hyper bien pensés, etc. Là, en fait, les opérations qu'on va proposer demain, elles sont en gros entre 10 et 15 minutes du centre-ville. Ouais. Elles sont à des prix qui sont raisonnables. Et en fait, vous savez ce qui a dicté notre choix. En transport. En transport, oui. Ou quand on est ici en liaison douce. C'est-à-dire que depuis la prochaine opération qu'on va démarrer bientôt, dont on va démarrer les travaux bientôt, bien sûr. Pour aller à la gare de Bordeaux, il faudra 10 minutes à pied. En vélo, c'est quelques minutes également. C'est qu'en fait, on a réussi à créer des logements qualitatifs avec tous les attraits du neuf à 10 minutes de la centralité de la gare. Et ça, c'est vraiment... alors, on a œuvré ensemble et c'est vrai que... Là, du quartier, là. Du quartier, tout à fait, exactement. Vous avez vos commerces qui sont ici, mais vous avez aussi la possibilité d'aller dans les commerces de centre-ville très facilement. Et dans les opérations qu'on regarde avec mes collaborateurs, parce qu'on a quand même une équipe de 40 personnes à Bordeaux, donc sur les 2 agences, c'est de dire, en fait... Le besoin du client, il est dicté par quoi ? Par ce qu'il est capable de payer par mois. Donc en gros, aujourd'hui, le parc résidentiel, il ne va plus être locataire, il va essayer d'être propriétaire. Et si on ne répond pas à sa demande qui est « je dois pouvoir payer un remboursement de crédit qui correspond peu ou prou à ce que je payais avant un loyer », on n'aura pas réussi à répondre à la question. Donc en gros, c'est ça qui va dicter. Donc en fait, concrètement, je paye tant de loyer. Exactement. Et votre challenge, c'est de vous dire, pour le prix de ton loyer, tu peux avoir ton appartement et il n'y a pas photo. Exactement. Parce qu'en plus, il faut quand même rappeler aux Français que c'est de l'épargne. Hein. Non mais mine de rien, acheter sa résidence principale, je vous le dis les amis, faites-le. Et n'attendez pas trop. Et quelle est justement la part, parce que pendant longtemps, en fait, sur les promotions immobilières, vivait de ces 2 possibilités, être investisseur ou bien être primo-accédant, habitant, on va dire résident. Quelle est aujourd'hui la part des investisseurs et la part des primo-accédants ? Est-ce qu'il y a eu un effet prêt à taux zéro dans le neuf ? On sait que ça peut couvrir un prêt sans intérêt jusqu'à 50% du prix d'un appartement neuf. Je crois que c'est 30% pour une maison neuve. Quelle est maintenant cette part entre investisseurs et primo-accédants ? Chez Nexity, vous avez une offre. On a un abondement. Vous avez un deal avec une grande banque nationale, avec le Crédit Lyonnais, me semble-t-il, dans lequel vous doublez quasiment la mise. Tout à fait. En fait, alors à Bordeaux, il y a une particularité, c'est qu'on a fait de la résidence gérée et du coup, on a quand même eu des investisseurs sur des produits qui étaient résidences étudiantes. On en a actuellement et ça marche très très bien. Donc sur des produits avec des petits prix, on a encore l'investisseur. Mais sur le logement qu'on appelle le logement familial, c'est vrai que voilà, l'arrêt du Pinel plus la hausse des taux a fait qu'on a moins de clients investisseurs. Vous avez des primo-accédants ? On a des primo-accédants. Exactement, on a des primo-accédants. En gros, exactement, c'est ça. 80% d'accédants. Mais d'accédants, primo-accédants ou accédants ? Les deux, mais primo-accédant qui a été aidé effectivement par le PCZ. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui sont locataires dans un logement vieillissant, éventuellement, aient la possibilité d'acheter un logement où ils vont avoir les qualités, le confort et aussi les économies du haut neuf en remboursement, ce qui remboursait avant en loyer. Et en plus, on a aussi des leviers quand même assez importants. Aujourd'hui, tout le monde connaît le bail réel solidaire. Aujourd'hui, on a des opérations qu'on va essayer de transformer avec ce produit-là. Ça marche, ça ? Ça marche extrêmement bien. Là, pour le coup, solidaire, oui. En France, pose la question en France, ça a beaucoup de succès. Pas partout, parce qu'on n'est pas vraiment propriétaire. On est, on est vraiment propriétaire des droits réels quand même, donc c'est important. Vous ne faites pas de plus-value, mais quand même, il y a le prix de revente, et le revu, etc. Et exactement, par rapport à un loyer, vous récupérez la mise. Absolument. Et vous avez un logement neuf, avec toutes les qualités énergétiques d'un logement neuf. Au bout de combien de temps ? Ça, vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire que quand vous voulez revendre, vous pouvez revendre. Vous pouvez revendre au bout d'un an. En fait, il n'y a pas ce qu'on avait avant dans le PSLA ou dans d'autres systèmes. Il n'y a pas cette règle de dire vous devez attendre 10 ans, etc. Quand vous devez revendre, vous pouvez revendre. LMNP, tout ça, ça fonctionne ou pas ? Le LLI, alors j'avoue qu'on en a moins fait que chez d'autres promoteurs chez Nexity. Aujourd'hui, c'est pas le produit sur lequel on s'est concentré. On s'est vraiment concentré sur le propriétaire occupant. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les gens qui vont être propriétaires de leur bureau, de leur logement, etc., puissent l'être. C'est vraiment ça l'objet. Ou être logés dans des logements qui sont vendus à des investisseurs. C'est important que vous le disiez. Vous logez les Français. Exactement. On a une entreprise privée, cotée en bourse, qui loge les Français, là où parfois, certains qui ont un peu de pouvoir politique pourraient le faire. Donc, quelque part, vous complétez également une... Mais je le pense vraiment. C'est important de le rappeler que ce que vous faites, l'offre que vous avez montée avec le Crédit Lyonnais, par exemple, mine de rien, ça a resolvabilisé 20% du potentiel des gens qui rêvent, et vous le savez, les Français
plébiscite à 87% sur les 18-35 ans l'accès à la propriété. Donc l'idée de dire on veut une France de nomades, on est la Startup Nation, suivez mon regard, et les gens ne veulent pas acheter. Non, c'est faux. Les gamins qui arrivent à 20 ans, qui finissent leurs études, etc., ils n'ont qu'une obsession en tête, acheter leur logement ou trouver un logement digne et un logement décent. C'est hyper important. Oui, complètement. Là, on va avoir une opération qu'on va lancer à Senon en TVA réduite. Le site est exceptionnel. On est vraiment à proximité, je crois qu'il faut... C'est magnifique, ce truc. Le site est vraiment exceptionnel. En TVA réduite, vraiment. 5,5 au lieu de 20. Exactement. Ouais. Et on va donner l'opportunité à des gens d'habiter dans un logement très qualitatif. Il y a une vue sur Bordeaux qui est magnifique. Et là, on s'est dit, vraiment, combien peuvent payer les gens qui vont habiter là, et c'est comme ça qu'on a remonté notre bilan. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un bilan, on fera l'offre foncière qui correspond à ce que peuvent payer les gens. Et la TVA, vous la répercutez pour la baisse du prix. Ah bien sûr. Non, mais c'est important. Bien sûr. J'ai regardé là, je voudrais avoir votre avis aussi pour les niveaux de rentabilité locative, pour l'investissement, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même ça compte. Je regardais, dis donc, c'est pas donné quand même. En Aquitaine, on est à combien entre 15 et 20 euros du mètre carré? Oui, alors en plus, les loyers ont été plafonnés récemment sur Bordeaux, et c'est le vrai aussi sur l'Aquitaine Sud. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la moyenne à 25 euros. Non, la moyenne elle est plus basse. Le maximum c'est 25. Le maximum c'est 25. Exactement, entre 25 et 27. Okay. Et en fait, le plafonnement des loyers fait qu'en 25, vous êtes vraiment dans les quartiers très prime, et vous êtes plutôt autour de, on a regardé tout à l'heure, entre 17 euros à peu près. Compte tenu du surloyer. Ah, on a la possibilité dans l'encadrement des loyers d'avoir le c'est cher quand même la location. Après, Joker sur l'encadrement des loyers, parce que je l'ai fait. Donc... mais malgré le fait qu'il y ait l'encadrement des loyers, qui est d'ailleurs un sujet très décrié par les professionnels, parce que le pensent comme quelque chose de bloquant, pour payer entre 15 et 20 euros du mètre carré sur Bordeaux, pour les revenus moyens, par habitant, c'est pas simple du tout. On est quasiment sur les, je vais pas dire parisiens, mais quand même, c'est pas... Paris, c'est 30. En fait, la bonne solution, je vais dire peut-être un gros mot, mais la bonne solution pour encadrer les loyers, c'était aussi la loi Pinel. En fait, ça nous permettait aussi, c'était la meilleure des solutions. Ça nous permet d'avoir des loyers qui étaient plafonnés. La Cour des comptes a pointé, d'ailleurs vous l'avez lu comme moi, vous savez, la Cour des comptes a rendu un rapport dans lequel elle a démontré l'efficacité d'investissement du logement des Français de la loi Pinel. C'est ce qui est dommage, c'est qu'on s'en soit rendu compte juste après qu'elle ait eu son terme, enfin bon, c'est pas grave. Disons que l'investissement locatif, quand il a ce genre d'attrait, c'est-à-dire de dire qu'on va plafonner les loyers, parce que c'est la même chose en fait, c'est le plafonner les loyers sur des plafonds qui sont assez bas, dans des marchés tendus, en plus on identifie bien ces marchés, c'est quand même... alors effectivement, ces investisseurs privés qui vont acheter, souvent quand même, on l'a vu, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là pour du patrimonial, ils vont pas acheter dans n'importe quelle ville, en tout cas c'est beaucoup moins vrai. De logement. Ça permet, comme ils investissent de l'argent dans un bien immobilier qu'ils mettent en location, ça permet de loger des étudiants, de loger des familles. Donc c'est un acteur économique et social à part entière. Oui, et puis ça fixe la population locale. Ce qui est notre métier, en fait, c'est de dire, voilà, vous allez travailler à Bordeaux, vous avez besoin de vous loger dans un rayon qui est quand même assez proche et pas à 40 km, vous allez créer des bouchons et vous avez besoin d'infrastructures qu'il n'y a pas. Si j'achète à Bordeaux, je suis sûr de trouver un locataire. Vous allez en trouver 40. D'accord. Et c'est même dramatique d'avoir autant d'appels pour un logement. Ici, dans le quartier, si je veux me loger, je trouve facilement à l'achat. À l'achat, oui, vous avez qu'à voir nos vendeurs en sortant. Bon. Karine fait les valises, on déménage. Alors, justement, il nous reste 2 minutes, je voudrais vous poser la question justement sur le fameux quartier Belvédère. J'adore l'idée parce que c'est vraiment magnifique. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est... alors, moi qui ai une culture de l'ancien, bien évidemment, parce que j'avais 40 ans que je suis dans ce métier, mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive dans ce quartier, je trouve, j'ai du souffle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je vois une perspective, je vois le ciel, il fait beau, et la déambulation est large, voilà, je suis pas harcelé par les véhicules, les vélos et autres. Je trouve que c'est vraiment une belle réussite architecturale. Dès qu'on entre, et d'ailleurs, c'est l'impression qu'on a eue, parce que je connaissais pas du tout ce quartier, je suis arrivé tout à l'heure de la gare, j'ai eu une impression d'ouverture. Je me sens accueilli. Il n'y a pas d'enclave ici. Et c'est très intéressant parce que je pense que le regard architectural est intéressant. Parlez-moi de ce projet Belvédère. Comment vous l'avez abordé ? Alors, bon, j'étais pas là à l'époque, mais en tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Valérie, en fait, dans le cahier des charges de départ, il y avait des notions qui étaient très importantes de durabilité et d'environnement. Et du coup, ça n'a pas été une surprise de savoir qu'il fallait qu'on ait des bâtiments qui soient désirables, qui soient beaux, mais qui soient aussi complètement adaptés à la nouvelle réalité qui est qu'il faut qu'on prenne soin des matériaux qu'on met en œuvre. Donc ça, c'est une réalité. Je pense que le point le plus intéressant, au-delà de l'architecture qu'on voit, qui est belle, et des espaces aérés, c'est que c'est un nouveau quartier qui s'intègre
extrêmement bien avec la ville de Pierre qui est de l'autre côté de la Garonne en fait, on est vraiment à côté, c'est un trait d'union entre le neuf et l'ancien, très proche, et l'aspect le plus important ça a été de dire en fait on veut des liaisons douces pour le centre-ville, donc on a vraiment travaillé dans ce sens-là, avec des logements qui sont confortables, pas trop grands parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il faut que les gens puissent se les payer, on est toujours dans le même débat, pas trop grands mais suffisamment grands pour que ce soit agréable, avec des espaces extérieurs personnels, enfin privés et collectifs qui sont agréables, et avec des commerces. Et c'est vrai que tout le jeu, je crois, de ce quartier, c'est de dire en fait ce quartier, il est intéressant parce que on a du logement, on a du bureau, donc on n'est pas dans un quartier de dortoir, et on a des commerces qui vont arriver de plus en plus, on a aussi des équipements culturels pour que ce soit une vie possible dans le quartier, mais très très proche. Une nouvelle centralité, d'ailleurs la polycentralité, c'est quelque chose qui va s'inscrire définitivement dans l'urbain. Il y a une chose que j'ai ressentie, c'est que les espaces ne sont pas forcément plus grands, mais on a l'impression que c'est plus grand. Et c'est ça que vous avez réussi. Vous avez réussi finalement à avoir ce sentiment. Vous savez, il est très, très oppressant lorsqu'on se sent contraint, et d'ailleurs l'espace est un luxe dans la ville d'aujourd'hui, dans les villes du monde. Et c'est vrai que l'impression qu'on a eue, très franchement, c'est cette impression d'ouverture, d'accord ? Donc c'est une façon aussi également de concevoir la base architecturale. Pour conclure, j'aimerais qu'on vous donne la parole juste avant que vous fassiez également le mot de conclusion. Lise, oui, c'est une belle réussite. Et vous voyez par l'exemple l'illustration de ce rapport entre le public et le privé, c'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, cet esprit partenarial. On est bien d'accord qu'aujourd'hui dans ces institutions, c'est la règle aujourd'hui, c'est les époques où on était un peu en défiance, c'est définitivement révolu. On est partenaire parce que le ministre le dit très bien, d'abord... c'est pas lui qui fait la ville, pour le coup, et il est assez étranger à ces résultats qu'on constate aujourd'hui. Il est censé préparer l'avenir, et effectivement, c'est tout ce qu'on demande au ministre. Et nous, effectivement, on a les pieds sur le territoire, en lien avec les élus, les habitants, on doit concilier beaucoup de contraires. J'aime bien l'idée, effectivement, du ressenti. C'est un peu comme la température. La ville, il y a celle qu'on voit, les chiffres, etc. Et puis, il y a la ville ressentie. Et finalement, Belvédère, c'est une réussite pour ça, parce que l'urbaniste, il a fait un boulot de qualité. Et en fait, c'est un métier, quand même, de réussir ces épanelages, de réussir cette porosité avec la ville existante, et de penser aussi les équipements, les espaces publics comme des services à la population. Je pense que c'est important de s'intéresser à ceux qui sont déjà là, pour leur donner un supplément de ville, un supplément de qualité de cadre de vie, et c'est peut-être que c'est à cause de ça que ça marche, ou grâce à ça que effectivement on a le meilleur panorama sur la ville UNESCO depuis le Belvédère. Alors, pour conclure, si vous deviez dire un mot à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur justement l'accès au neuf, justement, parce que le neuf c'est un vrai enjeu, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une demande du neuf, pour aider les promoteurs aussi à essayer de garder le cap, parce qu'on a besoin de produire du logement. Vous diriez quoi, Lise ? Je dis que le premier sujet, c'est d'écouter les clients. Écoutons le besoin du client, écoutons le besoin de la collectivité, soyons le trait d'union entre le client et la collectivité et l'aménageur pour dire en fait nos clients on les connaît, en plus on passe beaucoup de temps chez Nexity à les interviewer, à savoir un peu quel est leur ressenti, leurs besoins, en amont des opérations mais aussi après. On leur livre aussi des logements qui sont très qualitatifs, c'est-à-dire que rarement quelqu'un qui est livré par Nexity est déçu, et ça c'est quand même très important parce que pour l'élu et pour l'aménageur c'est important d'avoir cette image de marque. Donc écoutons le client, écoutez les promoteurs qui ont quand même des choses à dire et qui veulent plutôt le bien. Facilement sur le site internet. Exactement. Au stock que vous avez et aux propositions que vous avez. Applaudissements pour Lise Sauvagnat, s'il vous plaît. Merci. Lise, je rappelle que vous êtes directrice générale de la région Sud-Ouest pour Nexity. La prochaine séquence, les amis, on va parler de l'ancien avec de grands professionnels, notamment, on ne pouvait pas voir mieux, on a maître Karine Créguero qui est notaire à Parenpuire, qui va venir dans quelques instants, et on va parler du marché du logement ancien, et ensuite on vous posera, bien évidemment, on posera toutes les questions nécessaires. Je rappelle les amis que cette émission, elle est à récupérer en podcast sur toutes les applications, et d'ailleurs, si vous avez la moindre question, vous écrivez à la rédaction et on vous répondra très rapidement. À tout de suite. Les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Salut les amis, de retour ici sur le plateau, dans le lieu emblématique qui est le siège de la direction générale sud-ouest de Nexity. On est ravis d'être avec vous dans un lieu magnifique, dans un quartier, un tout nouveau quartier qui s'appelle Belvédère, où il fait bon vivre. Voilà, une déambulation bucolique. Pourquoi ne pas faire un peu de lyrisme et de poésie dans un monde de brut ? On est ravis d'être avec vous, alors parlons bien
Alors, soyons clairs, on va parler de bien. Pour votre immobilier, l'ancien, ce qu'on appelle l'ancien, bien évidemment, avec Olivier Marin, où nous recevons maître Karine Craiguero, qui est avec nous, notaire à Parempuire. Bonjour, Karine. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et comme il est d'usage pour cette partie-là, c'est mon ami Olivier qui vous posera la première question. Oui, alors première question déjà pour mettre on va dire dans le contexte un petit peu ce marché immobilier bordelais dans l'ancien. Avec une année 2025, on a vu qu'il y a eu une vraie reprise, une vraie dynamique, en tout cas dans le marché, à 940 000 ventes, c'est au niveau national. Ça a été soutenu aussi par des taux d'intérêt qui sont restés, on va dire, se sont stabilisés autour de 3%, même si depuis début janvier, on voit une légère remontée, avec des prix aussi qui évoluent. On a Paris qui est à 10 000 euros du mètre carré, et puis ensuite on a 3 villes où on est autour des 4 000 euros du mètre carré. C'est Lyon, c'est Nice et c'est Bordeaux. Comment évolue déjà le marché bordelais dans l'ancien, maître ? Écoutez, pour reprendre les termes sans vous faire du plagiat, c'est que effectivement le marché reprend des couleurs. Pour reprendre vos propos, aujourd'hui on constate, alors sur la Gironde, aujourd'hui les chiffres ils sont arrêtés précisément à la fin du 3e trimestre 2025. Comme pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons une base de données qui s'appelle Perval, qui nous permet, que les notaires alimentent et qui nous permet justement de tenir et de permettre ce suivi du marché immobilier. Donc effectivement, le marché reprend des couleurs. Bordeaux conserve une forte attractivité et surtout la confiance, que ce soit des acquéreurs ou des vendeurs. Donc ça c'est important. Vendeurs et acquéreurs, donc les acteurs de ce marché ont confiance et sont attirés par la ville de Bordeaux. Le marché se stabilise. On ne peut pas parler d'une grande envolée du volume, même si effectivement, à l'échelle de la Gironde, sur les appartements, on est autour de plus 7%. Dans l'ancien, bien sûr, je parle, et les maisons dans l'ancien, on est plutôt sur plus 14% sur la Gironde. Ce qui est pas mal, ce qui est bien. Sur une année. Oui, sur une année. Voilà. Oui, c'est bien. Voilà. Donc... Bon, c'est donc on a vendu plus de maisons et plus d'appartements, en tout cas l'année dernière déjà, exactement. À Bordeaux. Donc il y a quand même, sur la métropole. Voilà. Mais si on fait des évolutions à 1 an, 5 ans, etc., on se rend compte quand même que ça se lisse et que le marché il se stabilise. Depuis 2022, il y a eu une grande envolée des ventes et des prix, et c'est vrai que depuis 2022, il y a quand même une forme de stabilisation du marché. L'ancien, il faut avoir conscience qu'il faut quand même, on peut pas appliquer les mêmes règles que ce soit les appartements ou les maisons. Donc on doit raisonner en quelle est la valeur de l'ancien et quelles sont la valeur des maisons dans l'ancien. Et surtout sur Bordeaux, il faut tenir compte de sa spécificité. Ce sont ses quartiers. Aujourd'hui, on dénombre sur Bordeaux environ 13 quartiers avec une transformation que vous avez initiée aussi, qui participe. Donc il faut arriver à permettre aussi à l'acquéreur et aux vendeurs de se retrouver. Je suis un vendeur, je veux vendre mon bien. Comment je m'y retrouve dans ce panel de quartiers, ce panel d'informations qui sont portées à ma connaissance. Et l'acquéreur, la même chose. Est-ce que j'achète au juste prix ? Est-ce que j'achète un bien ou est-ce que j'achète un prix ? Et essayer, nous, notaires, d'accompagner nos clients dans cette... Une vision très patrimoniale. Très patrimoniale, exactement. Une gestion très patrimoniale, une vision très patrimoniale. Et sur Bordeaux et ses quartiers, pour ceux qui ne connaissent pas la ville, si on devait prendre une photo et expliquer un petit peu les différences sur 3 ou 4 quartiers. Alors, sur 3 ou 4 quartiers, déjà, l'appartement ancien, on l'a évoqué tout à l'heure avec Lise et avec Valérie. Nous, l'appartement ancien, il est à 4 110 € du mètre carré en prix médian sur Bordeaux, versus 4 650 € dans le neuf. Donc là, je voulais faire une aparté, si vous me le permettez, c'est que c'est important de voir cette différence entre la valeur au mètre carré dans l'ancien et la valeur au mètre carré dans le neuf, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un appartement dans l'ancien qui a une mauvaise étiquette énergétique, avec un DPE qui est défavorable, au surplus, F ou G... qui devient maintenant essentiel, on est d'accord. Qui est maintenant devenu essentiel. Et il faut accompagner d'ailleurs les propriétaires et les actuels ou futurs propriétaires, il faut les accompagner dans cette rénovation énergétique. C'est vrai que le ratio, il est d'environ 500 €. Un investisseur aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, les investisseurs ont un peu déserté le marché immobilier. C'est vrai qu'entre investir aujourd'hui dans le neuf ou investir dans l'ancien, quand on a uniquement un ratio de 500 mètres carrés, c'est un prix médian, c'est une valeur médiane au mètre carré, c'est vrai que il faut être, excusez-moi l'expression, il faut être amoureux de la pierre et amoureux du patrimoine commun. Absolument. Voilà. Donc déjà, je pense que c'est important pour nos auditeurs d'entendre qu'il y a une différence entre l'ancien et le neuf. Alors c'est pas neutre ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a un sondage en Europe, dans les pays d'Europe, où les Français sont le pays qui aime le plus la pierre.
partout en Europe. Et c'est vrai que quand on voit la configuration du détention de la propriété en France, qu'on compare aux autres pays, même les pays du Nord par exemple, qui ont une certaine appétence à la propriété, je prends juste l'exemple de l'Allemagne par exemple, où il y a 70% de locataires et à peine 30% de propriétaires. Donc on voit bien que l'attrait de la pierre, du solide, du tangible, c'est très français. C'est très français. Et c'est ce qui permet aussi, je pense, sur Bordeaux, de tenir ce marché qui existe et qui vit. Alors pour répondre précisément à votre question par rapport au quartier, c'est vrai que j'ai extrait, vous me permettrez, pour vraiment vous donner des chiffres clairs et sûrs. Quand vous êtes le quartier qu'on appelle plutôt hôtel de ville, quinconce, un studio, on peut être jusqu'à 5200 euros du mètre carré, alors qu'on sera dans le même quartier pour un appartement de 5 pièces et plus, plutôt autour de 4000 euros du mètre carré. Donc, donc il y a quand même un écart entre le studio et le 5 pièces et plus. Donc je pense qu'il y a quand même un attrait pour les plus petites surfaces maintenant, et les grands appartements avec 4-5 chambres, 3-4-5 chambres sont peut-être moins vendus. En tout cas, c'est plus difficile à vendre. Si vous prenez un autre quartier... Pour les Bordelais, le parc bordelais, le quartier Codéran, on est sur un studio, là on est plutôt à 4000 euros du mètre carré. Tout à l'heure, on trouve les prix médians. Oui. Les prix médians. Donc en prix médian, hôtel de ville quinconce, on est à 4900 euros du mètre carré. Bordelais Codéran, c'est plutôt 3007. Et Bacalan, on n'a pas de studio, enfin très peu de studios, donc on ne peut pas avoir de chiffres. Pas de 5 pièces et plus, donc on ne peut pas avoir de chiffres. Donc le prix médian, par exemple sur le quartier de Bacalan, il se concentre sur des 2 pièces et des 4 pièces, et on est autour de 3800 euros du mètre carré. Voilà. Est-ce qu'on peut se loger facilement à Bordeaux ? Est-ce qu'il y a un phénomène Airbnb ou pas ? Alors, il y a eu et il y a un phénomène Airbnb, c'est certain. C'est pour ça qu'il y a, dont tout à l'heure Lise l'évoquait avec Valérie, il y a cet encadrement des loyers. Et cet encadrement des loyers qui fait l'objet d'un arrêt... Qui ne touche pas Airbnb. Non, qui ne touche pas les Airbnb, mais c'est vrai que les Airbnb, il y a des règles qui ont été mises en place, notamment sur les villes de la métropole, par le PLU, par les permis de louer, par les permis de diviser, qui les obligent à changer de destination. C'est-à-dire que si je loue en BNB ma résidence principale 2 semaines par an parce que je veux faire un complément de revenu, il y a des règles allégées. Si j'en fais une activité commerciale, para-hôtelière, etc., on n'est plus dans de l'habitation. Et en fonction des secteurs où vous êtes et du PLU qui est applicable, il faudra solliciter l'autorité compétente, à savoir la métropole, pour demander un changement d'usage. Donc il y a quand même eu un encadrement qui évite du BNB un peu, excusez-moi l'expression, un peu sauvage et non encadré, et de libérer du logement. Qui essaye d'endiguer un peu le phénomène. Et de libérer du logement. Karine, ce que vous avez dit sur les petites surfaces, c'est une catastrophe. Parce que toutes les grandes métropoles ont le même sujet sur les petites surfaces. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, vous n'avez plus une seule surface qui est disponible, même à la location. Soit elle est meublée, systématiquement, il n'y a plus de location vide. Et la plupart du temps, c'est du logement saisonnier, quoi. Tout à fait. Et c'est des logements moins pour des étudiants. Et c'est du logement moins parce que c'est très cher, je veux dire. Très cher, oui. À propos justement d'investissement, quels sont les secteurs à suivre justement pour investir, selon vous, ceux qui vont prendre de la valeur ? Alors aujourd'hui, les secteurs à suivre, vous avez tout le côté Chartron, parc Grand Parc, qui est quand même en grande évolution. C'est très chic. Chartron, c'est chic, et pour les Bordelais, Grand Parc, ça l'est un petit peu moins. Donc on tend vers cette mixité, de se dire qu'on rapproche. Moi, je l'ai pris comme exemple parce que pour moi, ça se rapproche Chartron-Grand Parc. C'est vrai qu'il y avait un peu... Les logements sociaux étaient peut-être plus présents sur le quartier du Grand Parc, un peu moins sur les Chartrons. Et c'est vrai que maintenant, c'est considéré qu'une grande zone, comme une zone à part entière de construction. Vous avez également Bacalan, qui, à mon avis, est un quartier, je parle sous le contrôle de Valérie, mais qui est un quartier qui a vocation à se développer, puisqu'il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de projets qui peuvent être portés sur ce quartier de Bacalan. Et Bordeaux-Lac, où en est-on ? Bordeaux-Lac, alors j'ai pas les chiffres, en tête, mais je pense que Bordeaux-Lac est allé au bout de sa transformation. En tout cas, elle est bien avancée, elle est quasiment terminée. Je pense à Ginco notamment, aux abords de Auchan-Lac. Il y a quand même eu un gros travail de réaliser sur ce secteur. Je pense que Bordeaux-Lac, en termes de transformation, est arrivé quasiment à son terme. Après, sur les stocks des éventuels invendus sur les promoteurs, là, je pense qu'il faudrait plus poser la question à Lise, qui pourra mieux vous répondre que moi. Quel est l'impact du DPE sur la valeur des biens ?
à l'impact du DPE sur la valeur des biens, elle a d'abord un impact psychologique, puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie pédagogie qui a été initiée auprès des acquéreurs surtout. Et c'est devenu maintenant dans la shortlist. C'est la shortlist des vendeurs. Ouais, oui. Il y a une vraie pédagogie au niveau de nos études, dans nos études avec les vendeurs. Aujourd'hui, on ne peut que conseiller aux vendeurs de d'abord venir voir le notaire ou l'agent immobilier qui les accompagne dans leur projet de vente pour vraiment cadrer dès le départ quel diagnostic, quelle pièce à fournir, puisque dès que vous êtes en E sur des maisons, alors là je parle dans l'ancien, des maisons, pas de l'appartement, on a aussi un audit énergétique qui s'est ajouté. On doit donner à l'acquéreur lors de la première visite un audit complet de combien ça va coûter pour changer les fenêtres, la pompe à chaleur, le système de chauffage, etc. Donc il y a un vrai impact psychologique et par répercussion un vrai impact économique. Entre un bien qui aujourd'hui est classé F, G, déjà, il peut y avoir des problèmes de location. Donc l'investisseur, lui, ça ne va pas le motiver à venir acquérir ce bien. Le primo-accédant ou l'accédant, lui, il va se dire, mon Dieu, les travaux, combien ça va me coûter ? Tout à l'heure, Lise et Valérie l'ont évoqué, il y a quand même un vrai coût des matériaux. C'est clair. Voilà, donc oui, c'est un jeu d'équilibriste, vraiment un jeu d'équilibriste. De flambée des matériaux. Conclusion, Olivier Marin. Dernière question, justement, c'est un peu justement les conseils là-dessus, en cette période d'incertitude. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Dans une approche patrimoniale. Dans une approche patrimoniale, il faut anticiper les évaluations de prix, en fait. Il faut anticiper les augmentations ou les diminutions de prix et il faut anticiper les renégociations. Aujourd'hui, on a un marché qui est beaucoup plus strict. Et donc, il faut que le notaire participe à l'encadrement de ce qui reste un contrat et que le prix soit le juste prix. C'est pas évident, le juste prix toujours. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est vraiment, il faut avoir une analyse fine justement des quartiers, du marché, et toujours être plus dans l'anticipation de ces augmentations ou de ces baisses, donc de ces variations de prix, pour éviter des renégociations, pour éviter de perdre du temps, intégrer la tension des logements et intégrer toutes ces règles. Tout ce qui concerne le DPE, tout ce qui est les réglementations, excusez-moi pour d'avoir bafouillé, mais tout ce qui est environnemental, on ne peut plus se dispenser de devenu presque inflationniste. Je veux dire, on a ajouté, on peut même parler d'inflation normative. On peut le dire, on peut le dire comme ça. Oui. Merci beaucoup, Je vous en prie. Applaudissements pour Karine Treguero. Vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes notaire à Parentuire. Je connais bien en plus ce coin magnifique également. Une très très belle ville, Bordeaux, il fait bon vivre ici. Oui. Et d'ailleurs, c'est un constat qu'on partage de ville en ville avec Olivier. Vraiment, en France, on a des villes magnifiques, des villes singulières, qui sont ancrées dans la tradition, le patrimoine, mais qui ont une vue sur la modernité. C'est ce que vous avez réussi à faire, Valérie, avec l'EPA et avec les différents promoteurs en présence. C'est de créer des morceaux de ville, de fabriquer de la ville. Je connais une architecte qui dit « je plante de la ville, on élève de la ville ». Je trouve ça magnifique. On arrive au terme de notre émission. Le mois prochain, les amis, nous serons à Strasbourg, voilà, en Alsace. Vous voyez, on va un peu partout avec Olivier Marin pour un nouveau numéro des clés de la ville. Je voudrais qu'on remercie bien évidemment l'hôte de ces lieux. Un immense merci à Lise Sauvagnat, directrice générale de la région Sud-Ouest pour Nexity. Merci à toutes ces équipes de nous avoir accueillis. Et je voudrais également qu'on remercie notre producteur préféré, Grégoire Darico, qui est l'animateur également du reportage, le réalisateur Alexandre Burkhardt. À la régie, nous avons Lorenzo le Magnifique, Lorenzo il Magnifico, voilà notre ami Lorenzo, directeur artistique et ingénieur du son également. Jason, bien évidemment, toujours aussi efficace à la régie. Également l'équipe de Paris, on est ravis aussi de travailler. Également les équipes du Figaro Immobilier avec Maya et toutes les équipes qui sont autour, absolument, qui sont d'ailleurs avec nous pour la plupart d'entre eux. Je voudrais également faire un petit clin d'œil à nos amis du CSN, du Conseil supérieur du notariat, avec Myriam, François, toutes les équipes et Isabelle qui nous permettent d'être ici. Également à Emma, la super com de Nexity, et Anne, la patronne de la communication, et toutes les équipes de Nexity qui permettent également d'avoir ce programme. Voilà, le numéro des clés de la ville pour Bordeaux, c'est fini. Mais avant de se quitter, les amis, je voudrais qu'on laisse un petit mot de conclusion à Valérie Lassec, directrice générale de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux Euratlantique. Valérie, en quelques mots, si vous deviez faire un closing, vous savez, c'est comme au théâtre, on soigne l'entrée et on soigne sa sortie, qu'est-ce que vous diriez ?
Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu évoquer. On parlait réversibilité, on parlait d'anticiper l'avenir, d'innover. Je pense qu'on a un territoire d'innovation qui est assez formidable et une belle énergie à Bordeaux qui permet effectivement d'envisager les choses sous un jour meilleur. Donc on est assez confiant finalement et au clair effectivement sur la nécessité de remplir notre mission du mieux qu'on peut. Il y a cette éthique de conviction et de responsabilité chez les équipes de l'EPA. Largement partagé, encore une fois, avec les équipes de la métropole, avec les partenaires publics et privés de ce territoire, qui est en cours de transformation et qui, effectivement, va donner le meilleur dans quelques années. Je l'espère, on fait tout pour, en tout cas. Merci, en tout cas. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Applaudissements pour toutes les équipes. Les clés de la ville à Bordeaux, c'est terminé. N'oubliez pas d'aller voter, puisqu'on est en période d'élection électorale. Je compte sur vous, les élections municipales, vous allez voter, puisque le changement, c'est rendez-vous aux urnes. N'oubliez pas également l'année que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est 2027 aussi. Tu peux dire maire bâtisseur, maire vainqueur, ça changera. Mais oui, d'ailleurs, je vais vous citer le nom de 2 maires, dont un en particulier, qui a défié tous les pronostics, c'est François Rebsamen, maire de Dijon, qui a d'ailleurs été ministre de l'Aménagement, ministre du Travail à une époque, qui a depuis plus de 20 ans été réélu systématiquement, alors même qu'il a reconstruit la quasi-totalité de la ville de Dijon, qu'il a transfigurée. Donc vous avez raison Valérie, construire pour un maire, c'est pas forcément quelque chose qui va le mener à la défaite. On est d'accord là-dessus. Prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain en direct à Strasbourg.